Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Au Quotidien avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Et dans le journal aujourd'hui, la vive inquiétude des élus. Oui, deux politiques de premier plan dans notre département. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, président de la métropole, et Thierry Kozik, sénateur socialiste. Tous deux déplorent les coupes sombres prévues dans le budget 2025 pour les collectivités locales. Et puis dans la suite, des aventurières. Oui, Maude Pissot et Amélie Denis nous expliquent pourquoi elles se lancent dans l'aventure d'un trek solidaire au Maroc, le Trekking Gazelle. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans ce journal du lundi 14 octobre avec au sommaire une minute de silence. En hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux enseignants victimes du terrorisme, nous étions pendant cette minute au collège Saint-Joseph du Mans. Et puis direction Antares où notre journaliste va vous montrer ce qu'on ne voit jamais, les petites mains qui rangent et mettent en place la salle pour les différents événements. Allez, avant toute chose, cette minute de recueillement, c'était dans tous les établissements scolaires en France ce lundi. 1 an après la mort de Dominique Bernard et 4 ans après celle de Samuel Paty, un hommage national s'est tenu dans les lycées et les collèges. Direction le collège Saint-Joseph du Mans qui, comme d'autres, reste à l'écoute des élèves qui s'interrogent sur le sujet de la radicalité. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Les mains jointes, tête baissée et une minute de silence. Une centaine d'élèves se recueillent en la mémoire des deux professeurs d'école assassinés par des terroristes islamistes à 3 ans d'intervalle. C'est important de pouvoir se recueillir, de prendre ce moment-là aussi pour sensibiliser nos élèves à cette violence qui n'a pas lieu d'être, mais qui malheureusement est là. Alors, pour lutter contre toute forme de radicalité, le collège Saint-Joseph propose des moments d'échange entre les élèves et des professeurs de l'établissement. À travers le dialogue, on est sans doute plus à même de peut-être contenir des comportements qui pourraient être déviants à des moments. En tout cas, nous, c'est un petit peu notre sujet à Saint-Joseph, d'essayer de prévenir ce type de comportement. Depuis les faits en 2020, certains élèves ont déjà sollicité leurs enseignants à ce sujet. On coéduque avec les parents, donc on demande aussi d'en parler avec leurs parents. Ça, c'est hyper important. Et puis, s'il y a des questions plus précises, on prend un temps avec eux pour expliquer. Alors peut-être de façon plus individuelle, pas à toute la classe, mais on prend le temps de leur expliquer les événements, les choses, les questions qu'ils se posent. Et voilà, il peut y avoir des questions très généralistes. Pourquoi tant de violence dans le monde? Et là, c'est pas simple à répondre en quelques minutes. Des psychologues de l'éducation nationale ou de l'éducation dans l'enseignement catholique peuvent intervenir en cas de nécessité. Jusqu'à présent, aucune suspicion de radicalisation n'a été signalée au collège Saint-Joseph. En bref, une bonne nouvelle à l'Université du Mans, le RU rouvre enfin ses portes. Le restaurant universitaire Vaurouzé, fermé depuis le 20 septembre, reprend du service dès ce lundi soir, 18h30. Le service de restauration du midi sera de nouveau assuré dès ce mardi 15 octobre, à partir de 11h. Un soulagement pour beaucoup d'étudiants, puisqu'environ 1100 repas y sont pris chaque jour. Vive inquiétude chez les élus, ils dénoncent les coupes budgétaires qui vont toucher les collectivités. C'était en fin de semaine dernière. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, organisait une conférence de presse. Le contexte, le projet de loi de finances 2025, un texte qui prévoit un effort de 5 milliards d'euros pour les collectivités locales, régions, départements, communes. Le dispositif principal de ce plan, c'est la création d'un fonds de précaution qui sera alimenté par un prélèvement sur les recettes des collectivités. S'ajoute à cela le gel de l'évolution annuelle des recettes de TVA et l'amputation du fonds de compensation. Et la note est salée pour la ville et la métropole du Mans. Le maire-président a fait les comptes. On l'écoute. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est énorme. Si je prends la contribution au redressement des finances publiques, rien que ça, qui est le sujet qui va être abordé dans le cadre des débats qui vont commencer maintenant sur la loi de finances, c'est un prélèvement de 7,8 millions d'euros sur la ville et la métropole, 3,8 millions pour la ville, 4 millions pour la métropole. Et je le disais, je regardais à peu près, c'est à peu près partout, nous sommes bien gérés, donc on peut être ponctionné. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour 7,8 millions d'euros. Mais si je continue sur ce que j'entends, et on aura les confirmations dans les débats qui vont venir, la diminution de 2 points du fonds de compensation de la TVA, c'est-à-dire ce qui vient compenser ce que nous payons et au niveau de la TVA. Ça serait pour la ville 500 000 euros de moins et pour la métropole 1 million de moins.
si le montant de la TVA est figé en 2025. Et l'État conserverait, lui, la dynamique de la TVA, pour lui. Ça représente cet élément-là sur la TVA, près de 2 millions d'euros. L'absence de l'indexation de la DGF sur l'inflation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revalorisation de la DGF en fonction de l'inflation, ça représente à peu près 1 million d'euros. Et si j'ajoute la baisse du fonds vert, qui est le fonds qui venait alimenter les investissements dans le domaine de l'environnement, on est à, pour ce qui nous concerne, près de 2,4 millions d'euros en moins. Si je fais le total de tout, c'est 13,8 millions d'euros de ponction sur la métropole et la ville du Mans. 5,2 millions pour la ville et 8,6 millions pour la métropole. Voilà la réalité des chiffres. Alors sur ces 13 800 000 euros, 7 800 000 sont d'ores et déjà actés et cette diminution du budget ne sera pas sans conséquence, Laure. Et évidemment, les budgets vont être examinés à la loupe avec notamment des contraintes qui vont peser sur les embauches. Mais c'est sur les investissements que l'impact devrait le plus se faire sentir. Un certain nombre de projets seront repoussés, fait savoir toujours Stéphane Le Foll. Pour ce qui nous concerne, c'est d'abord une collectivité qui est en pleine phase d'investissement. Même si je voulais prendre une image, c'est comme quand vous êtes sur un sprint et que vous avez une déchirure musculaire. Ça s'arrête. Heureusement que la ville comme la métropole sont gérées et qu'on va donc poursuivre les investissements qui sont engagés. Par contre, il est clair que l'impact sera sur les investissements qui étaient envisagés et on va devoir repousser un certain nombre d'investissements, que ce soit sur le centre des expos, sur l'hypothèse du transfert du conservatoire, sur les questions liées à la médiathèque. Donc tout ça, on va regarder tout ça. Je ne dis pas qu'on va annuler les investissements, mais c'est sûr qu'on va être obligé dans le calendrier de reprofiler nos investissements pour arriver à passer l'étape de la ponction, parce qu'elle est quand même, et vous l'avez vu, très impactante. Donc je rappelle qu'en plus, nous n'avons pas augmenté les impôts au niveau de la métropole depuis, je crois, 2016. Et que sur la ville, nous avons fait 1 point d'augmentation des taux en 2020 quand je suis arrivé et qu'on a été élu. Et que depuis, nous n'avons pas touché au taux d'imposition ni de la ville ni de la métropole. Et cet engagement sera tenu jusqu'à la fin du mandat. Et vous l'avez vu, le sénateur PS Thierry Cozic était aussi présent lors de cette conférence de presse. Il a tenu à apporter son éclairage national alors qu'il est vice-président de la commission des finances au Sénat. Et il dénonce des mesures confiscatoires pour les collectivités. Ces amputations de budget lui paraissent inacceptables dans la mesure où plusieurs compétences ont été transférées ces dernières années justement aux collectivités sans compensation financière et que leur endettement est maîtrisé. On l'écoute. C'est quand même la relation entre un État central qui aujourd'hui prend des décisions verticales qui s'imposent aux collectivités et il y a une volonté de pouvoir contrôler les dépenses des collectivités. Je crois que c'est ça. On parle de décentralisation, mais je crois que si on parle de décentralisation avec un État qui contrôle, qui ne permet plus aux collectivités d'investir, qui leur enlève le pouvoir fiscal, je rappelle la suppression de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont plus de pouvoir et donc l'État maintenant, par le biais de décisions unilatérales, et je crois que c'est ça qui est important, en fait, est en train de comprimer le système avec une volonté vraiment de garder le contrôle sur les collectivités. J'ai vraiment le sentiment que c'est aujourd'hui on se trompe de cible et que de vouloir taper sur les collectivités comme cherche à le faire aujourd'hui le gouvernement, c'est remettre en cause aussi la qualité du vivre ensemble et le lien social qui est, me semble-t-il, de plus en plus nécessaire dans nos territoires. Et notez par ailleurs que lors de cette même conférence de presse, Stéphane Le Foll a demandé à l'État de tenir ses engagements sur les effectifs policiers. Parce qu'en septembre 2023, le préfet de la Sarthe avait annoncé l'arrivée de 10 policiers supplémentaires pour la zone police, donc, qui comprend les communes du Mans, de Coulennes et d'Allonnes. Une augmentation d'effectifs qu'attend toujours le maire du Mans, qui a donc lancé un appel pour que les engagements du gouvernement précédent soient tenus. Une position partagée aussi dans l'opposition au conseil municipal. Marietta Caramanli, que nous avons rencontrée le 4 octobre dernier, attend elle aussi des réponses de l'État.
Aujourd'hui, s'il n'y a pas un renfort de 15-20 postes, effectivement, les missions qui sont celles de la police aujourd'hui et l'évolution de notre monde, de notre société, ne permettra pas de bien fonctionner et répondre aux attentes. Donc oui, il faut qu'il y ait un effort massif parce que l'année dernière, Le Mans n'a pas bénéficié d'attribution de postes. Et cette année, nous attendons la sortie de l'école, mais également des mutations avec des hommes et des femmes expérimentés. N'oublions pas que souvent sont bloqués un petit peu dans la région parisienne. Et après cette séquence politique, une annonce pratique. Si vous avez l'habitude de prendre le TER pour vos trajets quotidiens, sachez que l'intersyndicale de la Sarthe annonce une grève du personnel, conducteurs et contrôleurs ce mardi. L'enjeu de ce mouvement social, le temps de travail et le manque de renfort, alors que les temps de conduite ont été rallongés depuis décembre 2022. On ouvre maintenant une page sport. Ce week-end, le Noblard était à l'honneur à Antares. Et oui, le Noblard, c'est la boxe, bien sûr, pour la 8e édition de Le Mans Fight Night, avec 9 combats, dont 3 professionnels. Devant 1100 spectateurs, les coups se sont succédés vendredi soir, avec notamment le crochet impressionnant d'Ephrem Baricot pour le dernier combat, vous le voyez. On en parlera plus en détail dans 72 Sport à 19h. Mais après un tel événement, il faut vite ranger la salle, notamment pour le match du MSB, le lendemain. Alors, nous nous sommes intéressés à ces personnes qui restent jusque tard dans la nuit. Un reportage de Colin Ancel. D'une salle de gala de boxe à un réceptif VIP en quelques heures, grâce à celles et ceux qui restent tard. Après Le Mans Fight Night, tandis que le public est en train de quitter les lieux, on s'affaire déjà autour du ring pour l'enlever. Parmi ceux qui aident, il y en a un qui a combattu quelques heures plus tôt et qui donne un coup de main. Je trouve que c'est important, on a boxé, on nous fait boxer, donc faut aider quoi. Surtout que c'est les gars du club qui aident, donc je ne vais pas partir comme ça sans rien faire. C'est convivial, mais on veut finir ça vite quand même. Il est tard, quoi. On a boxé, on est fatigué. Le ring, il a d'abord fallu l'installer le matin, mais comme après chaque gala de boxe dans n'importe quel gymnase, tout doit être rangé dès la fin de l'événement, éreintant. Non, si on a envie de se sauver assez vite. Tous, c'est un vendredi soir, on a fait le travail. Moi, j'ai vu les boxeurs ce soir, 5 boxeurs, donc il a fallu s'en occuper. Donc là, il est quand même il est pas loin d'1h du matin, donc maman, voilà, on n'a qu'une envie, c'est rentrer assez vite. Et nous, avec les gens du bureau, avec les gens de l'association, on continue, les boxeurs, enfin, on y va. Bon, voilà, il y a du bruit. Ils ont cassé, ça va aller plus vite. Une fois le ring désinstallé, la salle vidée, ce sont les services d'Antares qui prennent le relais. Surtout qu'il y a une réelle contrainte de temps. On démonte toutes les chaises et puis on remet en configuration un salon VIP pour le MSB, pour les partenaires du MSB entre autres. Il y a toujours une pression, il nous arrive toujours des choses comme aujourd'hui par exemple, il nous manque une personne. Donc voilà, donc l'équipe est réduite, donc oui c'est une petite pression quand même, mais on y arrive généralement. À 6h du matin, le service d'entretien doit prendre le relais avant l'installation du réceptif VIP pour le match du MSB. Et tout ça grâce à des bénévoles et des travailleurs de l'ombre. Allez, un mot des résultats sportifs du week-end avec le Mans FC tout d'abord. Oui, qui a gagné en Mayenne contre Ambrières-les-Vallées en 5e journée de Coupe de France. L'attitude des Sang et Or est considérée comme sérieuse sur le terrain du club régional 3. Mais selon nos confrères de Ouest France, le coach Patrick Videra se dit pas du tout satisfait du contenu du match. Il y a tout juste un an, dans les mêmes circonstances, le Mans FC signait un score de 14-0 contre le club mayennais. Et puis du sport auto dans le reste de l'actualité sportive. Alors. Le pilote sartois Sébastien Bourdet remporte le Motul Petit Le Mans 2024 lors de la finale du championnat d'endurance américaine IMSA. Une victoire largement appréciée par le Sartois qui n'a pas eu beaucoup de chance cette saison, vous le savez sans doute. Et puis en basket, samedi soir, le MSB s'est imposé à domicile face à Nanterre 94-87 avec 2 victoires et 2 défaites. Nos Sartois se classent en 9e position de la Betclic Elite. Prochain match pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le MSB affrontera Rouen ce mardi soir, 20h en extérieur. Allez, on se rejoint dans quelques instants, juste le temps d'une courte pause et de la météo. A tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours, en espérant que vous ayez passé un très bon week-end, un bon début de semaine également en notre compagnie. Alors pour votre soirée, malheureusement des conditions météo qui resteront assez mitigées, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire, des températures qui, elles, évoluent entre 14 et 16 degrés. Comptez 14 degrés à Sille-Guillaume, 15 degrés à Mamers, 16 degrés pour Saint-Calais, Vendôme ou encore à Blois, 16 degrés pour Laval ou encore pour Alençon. Pour la journée de mardi, au petit matin, grande prudence si vous devez prendre les routes avec ces nombreux bancs de brume et de brouillard. Soyez très prudents, n'hésitez pas à réduire votre vitesse si vous voyez que la visibilité est plutôt restreinte sur les routes. Les températures minimales, quant à elles, évoluent entre 10 et 12 degrés, 10 degrés du côté de Mamers, 11 pour Laval, 12 degrés du côté d'Angers, au Mans ou encore à Vendôme, 12 degrés également pour la Flèche, pour Blois ainsi que du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, eh bien vous le voyez, on pourrait encore retrouver des bancs de brume et de brouillard qui pourraient avoir un petit peu de mal à se dissiper. Globalement, les nuages resteront assez nombreux également. Ce sera assez compliqué de voir les rayons du soleil, mais regardez sous cette couverture nuageuse des températures qui resteront très douces encore au-dessus des normales de saison, comprises entre 19 et 20 degrés, avec 20 degrés au Mans, la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de mercredi, une petite accalmie devrait se mettre en place avec un tout petit peu plus d'éclaircies. Alors encore quelques nuages, notamment sur la partie ouest, les températures quasiment estivales. Et pour la journée de jeudi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la suite. On est avec des aventurières aujourd'hui qu'on va rejoindre dans quelques instants. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la qualité de l'air sur notre région avec notre partenaire RPI de la Loire. Une qualité de l'air qui sera moyenne dans les prochains jours en raison des teneurs en ozone plutôt fortes. La bonne nouvelle, c'est que les particules sont à des niveaux assez faibles dans l'atmosphère en raison de l'usage du chauffage qui est limité en raison de la douceur des températures. Merci Anthony pour cette qualité de l'air. Je suis avec des aventurières, vous l'avez dit Anthony, Maude Pissot qui est cadre de santé et kiné, on peut le dire, et Amélie Denis, rhumatologue. À mes côtés, vous êtes membre de l'association 6 Pieds Solidaires et vous allez participer au Trekking Gazelle, une aventure solidaire et environnementale au Maroc, la semaine du 11 au 16 novembre, hein, c'est ça pour être clair, avec une troisième participante qu'on salue, Violaine Dupuis, qui est elle gériatre. Vous êtes toutes les trois des professionnels de santé. C'est pas anecdotique, mais d'abord la première question, pourquoi vous lancez ce défi, mesdames? Ça part d'une histoire de 3 copines qui courent ensemble le dimanche soir et qui tout d'un coup ont envie de se lancer dans une aventure un petit peu hors du commun. Vous savez, ce moment où on récupère un petit peu de liberté, où les enfants sont un peu plus grands, voire... On est capable de quoi? On est capable de quoi? Et on est capable de s'inscrire à un trek solidaire au Maroc, voilà, pour aller récolter des fonds et puis se faire plaisir surtout. Les règles sont très strictes, hein. C'est pas simple, hein. C'est une course d'orientation sans GPS, juste une carte et une boussole. Et le but, c'est de trouver un maximum de balises en faisant le moins de kilomètres possible. Mais comment on s'entraîne à faire ça en Sarthe? On a pu bénéficier, grâce à l'association Mayanga, d'un stage de navigation, ils appellent ça, en fait, pour apprendre à caper, à se repérer sur une carte, à se repérer grâce à la lecture des reliefs. On a des cartes topographiques et des cartes photos. Donc, on a fait ce stage-là. On s'entraîne à la maison, la lecture de cartes, on fait des devoirs. Et puis, on s'entraîne aussi physiquement. On est à plus de 1000 km en 18 mois de footing, de rando, avec des sacs à dos lestés, ou ce week-end encore de l'ascension et 15 km avec 4 kilos et des lestes au poignet. Vous les adorez parce que vous adorez ça, les treks. J'aime bien. C'est une opération caritative, vous le disiez. Comment ça se passe? Comment les gens peuvent vous aider? Alors, d'abord, il y a la participation en elle-même qui permet de récolter des fonds pour le secours populaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va borner une balise dans le désert, on va collecter 5 € pour le secours populaire. Et puis nous, on a choisi aussi de courir pour une association de notre choix, qui est l'association Entraide Cancer.
Donc on a mis en place différentes choses pour pouvoir récolter des fonds. D'une part pour nous aider pour l'inscription pour le trek et aussi pour récolter des fonds pour l'association Entraide Cancer. Oui, parce que tous les fonds récoltés qui vont aller au-delà de le financement de votre participation, c'est pas pour vous, hein, c'est pas pour votre association. C'est pas pour nous, et on a voulu faire en sorte que simplement l'inscription au trek soit prise en charge par les sponsors et les dons personnels qu'on a reçus. On a pris à notre charge tout ce qui était le voyage, le matériel. Voilà, on s'est aussi fait prêter beaucoup de matériel parce que l'idée c'était donc tout ce qui est matériel, boussole, pantalon, t-shirt, sac à dos, ça va jusqu'à tous ces niveaux-là. Il y a toute une partie, ça va être le 3e trek qui va être, dont ce matériel va être prêté. En fait, il y a vraiment une notion de responsabilité écologique. Je voudrais qu'on parle de votre logo qu'on voit sur vos t-shirts, qu'on va voir à l'image. Il a une histoire, ce logo. Alors, on comprend, 6 pieds solidaires, et à 6 pieds, vous êtes 3 participantes. Tout va bien jusque-là. Il a une histoire, ce logo ? Ce logo, il est fait maison. Ouais. Et il a été fait par mon fils, en fait, Maël. Qui a un petit talent de dessinateur, en tout cas moi je trouve. En effet, c'est absolument magnifique. En fait, il y a un engagement familial autour de cette aventure. Nos enfants, par exemple les enfants d'Amélie, effectivement ont créé le logo. Mes filles ont créé tout ce qui était les réseaux. Les enfants de Violaine ont participé aux bandes son des différentes vidéos qu'on a pu faire. Il y a une vraie participation familiale autour de ce projet, et sans qui d'ailleurs le projet n'aurait pas du tout la même saveur. Et puis c'est aussi comme ça qu'on a pu récolter des dons, puisque grâce à Hello Asso, à la participation de notre sponsor qui est aussi Manche Courte sur Le Mans, nous a permis de faire fabriquer des t-shirts et des tote bags et des petites trousses de toilette. Éventuellement, on pourra recréer une commande à un moment donné, mais voilà, ça nous a permis de financer. C'est un gros projet bien global. Le fait que vous soyez soignante, est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire ? Carrément. Vous en servez dans votre pratique au quotidien ? Vous en parlez de cette aventure avec vos patients éventuellement ? Alors, c'est les patients qui m'en parlent, moi. Oui. En plus, ils vont vous en parler après vous avoir vu à la TV. C'est assez drôle parce que les patients, j'ai eu la surprise d'avoir des patients qui étaient au courant, voilà, alors, comme quoi les réseaux sociaux, ça marche. Et puis, tous nos collègues, on a le soutien du service communication de l'hôpital qui relaie en fait notre aventure. Donc, l'hôpital, c'est une grosse équipe, donc forcément, on a le soutien des collègues, des équipes soignantes. Au-delà du côté soutien, il y a le côté investissement sportif ou activité physique. Chacun fait à son niveau surtout, mais l'important, c'est surtout de pas de rester sédentaire. Et dans nos protocoles de soins, dans tout le soin en règle générale, et notamment dans le cancer, ça a été prouvé que l'activité physique est une nécessité et apporte un bénéfice certain. Et on voit qu'il y a une sédentarisation de la population, une baisse de la capacité cardiaque chez les jeunes. Il faut vraiment lutter contre ça. Donc ce trek, il a aussi cette mission de soutenir financièrement, mais aussi de se dire on va se défoncer pour le sport et par le sport pour montrer qu'il y a un vrai bien-être et qu'on peut apporter un bien-être. Et puis ça nous fait du bien aussi. Ouais. Et puis c'est une aventure en équipe, entre amis. Vous l'avez dit, vous ne connaissez pas. Ah, vous ne connaissiez pas. Alors justement, en septembre 2023, je voudrais qu'on voit cette photo. Il y a un an, un peu plus d'un an, vous étiez toutes les 3 là. On voit que c'est devant la cathédrale Saint-Julien-du-Mans. C'est le début de l'aventure. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis ? Est-ce que ça a changé des choses dans vos vies, cette aventure-là ? Oui, moi je trouve que ça a donné de la valeur à ce qu'on dit, à la parole qu'on porte auprès de mes patients. C'est-à-dire qu'entre leur dire c'est important que vous fassiez de l'activité physique et de se dire que quand ils vont regarder ce que je fais moi, ils me trouvent sur des projets comme ça, ça a une certaine cohérence. Sur le plan personnel, c'est aussi une super aventure et donc ça booste. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire après. Ah oui, voilà, c'est déjà fait. Peut-être on verra, mais moi, j'aimerais bien les emmener ailleurs. Mais Et il y a un effet aussi bénéfique du sport. On a tous traversé depuis 2 ans le post-Covid. Il y avait un vrai besoin de régénération, en tout cas à ce niveau-là. Et le bienfait à titre personnel et puis l'émulsion familiale que ça peut créer et amicale autour de... et professionnels. Vous nous tenez au courant quand vous revenez après le 16 novembre, après cette période de trek, bivouac, en plein milieu du désert. Je suis sûre qu'Anthony est très très intéressé. C'est dommage, c'est 100% féminin. Ça m'aurait plu, il faut que vous me libériez quelques jours de congé pour ça. Exactement. Et puis vous avez donc, vous l'avez dit, vos enfants ont créé la page Facebook et l'Insta. Vous tapez sur 6 pieds solidaires, vous allez trouver. Et puis le Hello Asso, bien entendu, si vous voulez encore donner pour les associations. Toujours à la recherche de sponsors, si on pouvait encore avoir
un peu plus d'argent pour Rentrée de Cancer, ça serait super. Donc, voilà. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. On continue à jouer. On gagne 2 places cette semaine pour le Salon de l'immobilier qui aura lieu du 25 au 27 octobre au Parc des Expositions du Mans. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr et c'est Laurence qui vous répondra dans la matinée si vous avez la chance de gagner. Bonne chance d'ailleurs. Les invités de ce mardi dans le journal, nous recevons Christophe Rouillon. Vous le savez, il est maire de Coulennes, mais il est aussi membre du Comité européen des régions au Parlement européen. Il vient de rendre un avis sur le plan de relance pour l'Europe face à la pandémie de Covid-19. Et il nous en parle dans notre journal. Et dans le quotidien La Suite, on reçoit l'association départementale des Français de la Sarthe, l'association d'éducation laïque et populaire qui fête ses 60... Les Francas, qui fêtent ses 70 ans cette année. Ils viennent nous présenter leurs événements autour des droits de l'enfant. Absolument. C'est lundi, on parle de sport, on continue à parler sport avec Antoine Besson. 72 Sport, Antoine Besson et Amoun Chamsoudine à la réalisation. On se retrouve, nous, en direct mardi soir à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.